La faible inflation complique sérieusement l'équation budgétaire. Elle détruit d'abord mécaniquement l'assiette fiscale. L'effet est direct pour la TVA, qui est un pourcentage des prix des produits et des services. Et le manque à gagner est colossal, car la TVA est de très loin le premier impôt en France, près d'1 € sur 2 qui entre dans les caisses de l'État et de la TVA. Mais l'effet est aussi indirect. Faible inflation rime avec faible augmentation des salaires. C'est donc cette fois-ci l'impôt sur le revenu qui est impacté, soit près d'un quart des rentrées fiscales. Il ne faut pas non plus oublier l'impôt sur les sociétés. Les pressions déflationnistes pèsent sur les résultats des entreprises. La somme en jeu représente 50 milliards d'euros, 16% du total. De proche en proche, c'est donc toute l'assiette fiscale qui se dérobe, et pour une inflation qui se réduit de 1 point, c'est 1% d'entrée fiscale en moins. Et face à ce quasi 1 pour 1 de perte de recettes, le gouvernement est confronté à l'inertie des dépenses. Des dépenses dont les plafonds ont été votés sur la base d'hypothèses de recettes et d'inflation de l'année précédente. Mais l'équation se corse encore lorsque le gouvernement est engagé dans un processus de consolidation et qu'il cherche à accroître ses dépenses à un rythme moindre que celui des recettes. Sa principale arme, celle de la désindexation de toute une série de prestations et des salaires des fonctionnaires sur l'inflation, devient inefficace. Le gel du point de la fonction publique, par exemple, ne lui procure aucune économie supplémentaire par rapport à l'évolution spontanée des salaires en inflation zéro. Autrement dit, faire des économies en inflation zéro l'oblige à faire des coupes en niveau absolu. Un processus bien plus difficile et conflictuel. Reste un troisième impact à prendre en compte, celui de l'appréciation réelle du stock de dette. Cela n'a a priori rien d'une évidence. En effet, une inflation au plancher et des anticipations à marée basse entraînent une baisse des taux. Et c'est un fait, avec des OAT à 1,3%, jamais la France n'a emprunté à si bon compte que ces derniers mois. Oui, mais il faut prendre en compte l'effet calendrier. La durée de vie moyenne de la dette négociable de l'État est actuellement de 7 ans et 11 jours. Pour faire bref, 1/7 de la dette est remplacée chaque année. Ce n'est donc qu'une fraction de la dette française qui bénéficie des taux les plus bas. Pour le reste, le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire une fois retranché l'inflation, ce qui donne une estimation du véritable coût de l'emprunt, est beaucoup moins favorable. Et l'addition de ces mécanismes participe aujourd'hui grandement au déboire budgétaire de la France. L'écart de 0,6 points entre l'inflation attendue cette année et celle effectivement constatée se paye cash et se retrouve pour moitié dans le nouveau dérapage de 0,6 points du déficit budgétaire, désormais prévu à 4,4% du PIB. La baisse des prix est bien une plaie pour les finances publiques.